Vous avez déjà eu mal ici en courant? Si oui, vous avez peut-être été victime de ce qu'on appelle en tant que bon français de France, la périostite. En regardant un petit peu à droite à gauche et en discutant avec vous sur mon compte Instagram, je me suis rendu compte que c'était une des pathologies qui touchait le plus de coureurs. Et quand on fait des petites recherches sur YouTube à ce sujet, eh bien, c'est le désert. Voici donc le guide ultime sur la périostite. Ah, on est quand même mieux ici pour parler de ça. Bon, faut que je commence par poser quelques bases théoriques, mais t'en fais pas, après j'ai tout simplifié pour que ça te paraisse beaucoup plus simple, tu vas avoir une vraie checklist pour t'en sortir. Allez, déjà, c'est quoi au juste cette fameuse périostite? Il faut savoir que chez nos amis anglo-saxons, ils utilisent même pas le même terme. Eux, ils vont utiliser le terme de Medial Tibial Stress Syndrome, ou MTSS pour les intimes. Et pourquoi eux ils n'utilisent pas le terme de périostite, ou enfin la traduction de ce terme? C'est parce qu'en fait le terme français il peut nous induire en erreur. Sacré Hubert, you are so French. Toi aussi. Périostite, ça veut dire inflammation du périoste. Le périoste, c'est la couche la plus superficielle de l'os, là où vont s'insérer les tendons des muscles. Mais en fait, des chercheurs qui ont été faire des biopsies sur les périostites de personnes atteintes ou qui avaient les symptômes de cette atteinte, se sont rendus compte qu'il n'y avait quasiment jamais de cellules inflammatoires au niveau du périoste. Donc techniquement, ça mérite pas trop son suffixe en it. Donc à partir de maintenant, on va utiliser le terme MTSS. Le MTSS, c'est une blessure par surutilisation, comme la plupart des blessures en course à pied, qui va toucher jusqu'à 13 à 20% des coureurs. Donc c'est énorme et tu n'es pas le seul dans cette situation. Les principaux signes, c'est une douleur en interne du tibia qui apparaît à l'effort, mais qui diminue au repos. Tu vas avoir également des douleurs au toucher sur une zone d'à peu près 5 cm le long du tibia. Aujourd'hui, on ne sait pas trop à quoi c'est dû au niveau physiologique. Mais l'hypothèse la plus solide dernièrement, c'est des micro-lésions qui apparaissent au niveau de l'os et dues en fait à une surutilisation. Ça va être souvent une mauvaise adaptation du tibia à l'effort et des efforts trop importants pour toi répétés. Bref, ce que je te répète à chaque fois, tu en fais trop par rapport à ce que tu es capable d'encaisser. Tu verras, on va revenir sur cette phrase tout le long de la vidéo. Par contre, fais vraiment attention. L'intensité de la douleur n'est pas corrélée avec la gravité des lésions. Tu peux avoir très mal et avoir des lésions très faibles et vice versa. Certaines études ont montré qu'il y avait certains facteurs de risque qui revenaient en permanence et ces facteurs de risque c'est 1. Une augmentation trop rapide du volume, 2. Un IMC trop élevé, 3. Une voûte plantaire décrite comme basse et 4. Une carence en vitamine D. Mais tu vois, ça c'est les conséquences et moi ce qui m'intéresse c'est vraiment les causes qui t'amènent vers cette douleur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des douleurs ou des blessures qui apparaissent en course à pied sont dues au fait que tu en fais trop par rapport à ce que tu es capable d'encaisser. Pour que tu aies l'image en tête, je vais te donner un exemple extrême. Imagine que tu sautes du 5e étage d'un immeuble sur du bitume. Eh bien, au moment où tu vas atterrir, tu vas mettre trop de contraintes sur tes os par rapport à ce qu'ils sont capables d'encaisser. Ils rompent, ils se brisent. Ça, c'était un exemple un petit peu extrême, mais pour te dire que notre corps est toujours soumis à des contraintes et qu'il faut que tu sois en capacité de les encaisser. Perso, j'ai théorisé ça sous la forme de la balance capacité-contrainte. Nous, terriens, on est tous soumis à une force qui s'appelle la gravité. C'est une force qui va t'emmener vers le bas. À chaque fois que tu cours, tu fais finalement une répétition de saut, et à chaque fois que tu vas poser le pas, eh bien la gravité, mais aussi d'autres forces comme ton poids de corps, l'accélération de ton corps qui arrive vers le sol, vont appliquer des contraintes sur l'ensemble de tes tissus, que ce soit tes os, tes tendons, tes ligaments, tes muscles. Et ça, il faut en être conscient, et ces forces-là, on peut pas les éviter. Ces forces, elles vont déformer nos tissus, mais nos tissus, ils ont la capacité de se déformer et d'absorber ces forces. Mais attention, ils vont avoir une limite. Un moment, si la force est trop élevée, eh ben ces tissus vont rompre. Je reprends l'exemple de la course. À chaque fois que vous allez atterrir, eh bien vous allez avoir un ensemble de forces qui se dirigent vers le bas, qui vont mettre de la contrainte sur vos tissus. Mais on a un truc super dans le corps humain, c'est qu'on a une force qui arrive à nous remonter vers le haut. Et cette force, c'est la force musculaire. Alors c'est un petit peu schématisé, parce que les experts de la physique me diront que c'est pas exactement comme ça. Et je vous ai schématisé parce que, bien sûr, il y a des forces qui vont dans tous les sens. Mais on va dire que la somme de toutes ces forces va nous permettre de lutter contre les forces qui viennent en sens opposé. Et le but, finalement, ça va être d'avoir une force musculaire qui monte vers le haut, qui soit supérieure à l'ensemble de ces forces qui descendent vers le bas. Et si c'est le cas, eh bien tu pourras supporter les efforts que tu fournis. Donc dans ma balance capacité-contrainte, dans les contraintes, tu as toutes les forces qui vont s'appliquer sur ton corps. Alors attention, les forces, on a parlé surtout de forces mécaniques, externe à ton organisme, mais tu vas également avoir des contraintes dites métaboliques qui s'appliquent à l'intérieur de ton organisme. Donc la capacité de tes tissus à se régénérer, à se nourrir,
à évacuer les déchets métaboliques. Et tout ça aussi, eh bien, ça vient mettre des contraintes sur ton organisme. Donc ça, c'est pour le côté contrainte. Et sur le côté capacité, eh bien, on va avoir ta force musculaire, on va avoir ton endurance cardiovasculaire, on va avoir tes amplitudes, on va avoir ce que j'appelle la compliance des tissus et plein d'autres éléments qui vous permettent en fait au final d'encaisser ces contraintes. Donc dans le cadre de notre fameux MTSS, ça veut simplement dire que tu mets trop de contraintes, ton côté contrainte est trop lourd par rapport au côté capacité sur tes tissus autour de ton tibia. J'ai créé un framework vraiment hyper simple à utiliser et que j'utilise vraiment avec tous mes sportifs. Parce que ouais, j'aide tous les coureurs qui n'arrivent pas à sortir de ce cycle blessure, reprise, reblessure, à sortir de ce cycle, atteindre leurs objectifs et tout ça sans douleur. Donc je dois avoir encore quelques places qui sont disponibles en suivi perso, alors allez checker le lien dans la bio pour voir s'il reste des places. Donc ce framework, c'est le framework 4R. On va avoir 4 étapes simples: repérer, réorganiser, réajuster, régénérer. Allez, la première étape, et peut-être l'étape la plus importante, c'est de repérer. On va faire un véritable bilan pour identifier où tu en es sur les deux côtés de la balance. Quelles sont les contraintes que tu appliques au quotidien sur ton organisme? Quelles sont tes capacités à résister aux contraintes? Si tu fais pas cette partie de repérer, tu avances vraiment à l'aveugle et c'est le meilleur moyen de ne jamais t'en sortir. Allez, d'abord, on va essayer d'évaluer tes capacités. Là, pour moi, dans tes capacités, il y a 4 choses essentielles à analyser. Il y a tes amplitudes articulaires, il y a ta force musculaire, ton contrôle moteur et il y a la compliance de tes tissus. T'en fais pas, je vais revenir sur tous ces termes. Avoir des amplitudes articulaires complètes, c'est essentiel. Sinon, tu vas rajouter de la contrainte sur des tissus qui en subissent déjà peut-être beaucoup. Tu vois, admettons que ça, c'est ma cheville. Donc ça, c'est mon tibia, ça, c'est mon pied. Là, ici, si je veux aller en flexion dorsale de cheville, eh bien, si je pousse, tu vois que là, je serai bloqué. Et si je continue à mettre de la contrainte de plus en plus importante ici, bah, je risque de péter, là, ici, mon tendon juste en dessous. Donc, à un moment, si c'est bloqué, eh ben, vous allez mettre des contraintes excessives sur certains tissus. Dans le cas du MTSS, il y a une amplitude que tu dois aller analyser. C'est la flexion dorsale de cheville. La flexion dorsale de cheville, c'est ce mouvement-là. Et pour tester ta flexion dorsale de cheville, on va utiliser un test qui se nomme le Beer Lunge Test. Allez, on se retrouve dans mon salon pour que je vous explique le test. Alors vous avez vu, on se retrouve dans mon entrée, dans mon appartement. Donc il n'y a vraiment pas d'excuses, vous pouvez faire ça partout. Là, pour tout ce que je vais vous énoncer, il n'y a pas besoin de matériel. Le seul matériel dont il y a besoin, c'est d'un mur. Le Beer Lunge Test va nous permettre d'analyser notre amplitude en flexion dorsale de cheville. Pour ça, il va nous falloir un mur et il va nous falloir 2 cartes. Là, j'ai pris des cartes de visite, mais ça peut être des cartes bancaires, ça marchera très bien. Là, on va analyser l'amplitude entre notre pied et notre tibia. On va venir se coller le gros orteil contre le mur et on va venir ramener le genou contre le mur. Attention, vous ne devez pas décoller le talon. Donc là, je vais essayer sans carte. Ensuite, j'essaye à une distance une carte. Tac, là, je vois que ça touche. Et ensuite, j'essaye à une distance 2 cartes. Là, je vois que eh bien, ça touche pas. Si j'ai envie d'aller toucher, ça va lever mon talon et là, c'est pas bon. En plus, vous pouvez même mesurer juste avec voilà, combien de travers de doigts vous avez. Là, je sais que j'ai un index de distance. Bien sûr, vous répétez la même opération de l'autre côté. 0 carte, une carte et finalement 2 cartes. Et là, je pense qu'on peut voir qu'on a à peu près la même distance. Là, si j'ai envie de toucher le mur, eh bien, je lève mon talon. Donc, je vous laisse le faire. N'hésitez pas à vous filmer de profil selon le même angle que moi. Et notez si vous observez un déficit d'amplitude. Ce que je repère avec mes sportifs, c'est que en général, une bonne norme, c'est d'arriver à toucher le mur à au moins une carte. 2 cartes, il faut s'en rapprocher, mais c'est pas forcément trop grave. J'ai des sportifs qui arrivent à ne plus avoir de douleur, même s'ils touchent pas à 2 cartes. Mais une carte, pour moi, c'est le minimum. Et autre petit tips, n'hésite vraiment pas à te filmer. Déjà, tu vas pouvoir te rendre compte si tu fais bien le mouvement et en plus tu pourras comparer les vidéos de mois en mois. La deuxième chose à analyser, c'est ta force musculaire. Dans le cas du MTSS, il y a 2 groupes musculaires que je veux que tu analyses, tes releveurs de cheville et tes fléchisseurs plantaires de cheville. Tes releveurs de cheville, en fait, c'est tout ce qui va passer à l'avant de l'articulation de la cheville et qui va te permettre justement de relever le pied par rapport au tibia. Les fléchisseurs plantaires de cheville, eux, c'est l'inverse, ils sont à l'arrière de la cheville et ils vont plutôt venir baisser le pied vers le bas. Là-dedans, tu vas pouvoir retrouver tes mollets, donc gastrocnémie insolaire, tu vas pouvoir retrouver ton tibial postérieur, tes fléchisseurs des orteils, etc. La force musculaire, c'est vraiment ton armure anti-blessure. Alors teste-le vraiment de manière qualitative. Et pour tester ces 2 groupes musculaires, on va utiliser le heel raise test et le toe lift.
Donc maintenant, pour la force, on va pas bouger d'endroit, on va garder le même mur et on va faire nos 2 tests. Donc comme je l'ai dit, on va faire un heel raise test qui lui est plus décrit dans la science avec des vraies valeurs normatives. Et on va faire un test qui n'a pas vraiment de valeur, mais c'est pas grave. Un test, c'est quoi finalement? C'est juste un exercice que vous pouvez reproduire dans les mêmes conditions et qui vous permet de comparer vos performances dans le temps. Donc tant que vous arrivez à prendre la même position et à mettre des repères, et bien vous pouvez considérer ça comme un test. Le heel raise test, je vais le diviser en 2 parties. Il va y avoir une partie genou tendu et une partie genou fléchi. Donc pour le heel raise test, vous allez avoir le droit qu'à 2 doigts sur chaque main en appui sur le mur. Ensuite, vous allez venir vous placer à peu près 1 pied d'écart du mur. On lève l'autre jambe, on garde le genou tendu et on vient lever le plus de fois possible en venant retoucher à chaque fois avec le talon en bas. Et vous voyez, je viens toucher avec mon talon, mais je viens pas poser. Là, je suis toujours en tension sur mon mollet. Et si vous posez plus de 2 secondes, le test s'arrête. Et donc là, on essaie de faire le max de répétitions, sans comptabiliser les répétitions avec maximum 50% de l'amplitude. Donc vous avez le droit quand même de diminuer pas mal. Ça, c'est ce qui est décrit. Donc, pour comptabiliser ça, il faut vraiment vous filmer et ensuite regarder les vidéos, regarder le nombre de répétitions que vous avez fait avec maximum 50% de l'amplitude. Donc ça, c'est facile. Vous prenez la première répétition, vous voyez où vous montez, vous divisez par 2, vous mettez votre doigt, une règle ou n'importe quoi sur votre écran et vous regardez. À partir du moment où vous montez pas plus haut, c'est nos reps, ça compte pas. Ensuite, le heel raise test, on va le faire genou fléchi aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre mollet, eh bien, il y a 3 faisceaux. Vous avez les gastrocnémiens qui sont en superficie, anciennement appelés aussi les jumeaux, et qui eux s'insèrent juste au-dessus du genou. Donc, ils vont avoir une action prépondérante genou en extension, ce qu'on venait de tester. Ici, il y a un muscle qui est très important et qu'il va falloir tester, c'est votre solaire, qui est le 3e faisceau du mollet, et qui va avoir une activité prépondérante quand vous allez avoir le genou fléchi, parce que vous allez venir en quelque sorte désactiver vos gastrocnémiens. En plus du solaire, vous allez pouvoir activer encore plus tous les autres fléchisseurs plantaires, le fléchisseur de l'hallux, les fléchisseurs des orteils, votre tibial postérieur. Donc pour ça, on va faire exactement le même exercice, 2 doigts contre le mur, à une distance 1 pied du mur, sauf que je viens fléchir le genou et je viens me mettre en butée sur ma flexion dorsale de cheville, sur mon amplitude. Ensuite, je viens monter vers le haut, toujours en butée sur ma flexion dorsale de cheville, sans bouger mon genou. Les mêmes modalités. Donc je viens toucher le sol, monter le plus haut possible. Et là, normalement, vous allez sentir que le premier exercice, ça chauffait en haut du mollet, le deuxième, plus vers le bas. Donc sur le heel raise test tendu, une norme qui me paraît correcte pour avoir une bonne capacité, c'est plus de 20 répétitions. Pour celui genou fléchi, forcément, vous allez avoir moins de capacité. Là, je recommanderais d'arriver à se situer au-dessus de 15 répétitions. Pour le premier, les normes, elles recommanderaient même plus de 30, mais j'avoue qu'en pratique, j'ai observé que déjà plus de 20, c'est déjà pas mal. En revanche, pour le deuxième, il n'y a pas vraiment de normes et c'est plus, voilà, ce que j'ai repéré avec mes sportifs. Si vous arrivez à faire déjà plus de 15 reps là-dessus, eh ben vous êtes pas mal, mais encore une fois, ça dépend de la contrainte que vous mettez en face aussi. Donc maintenant, on a testé nos fléchisseurs plantaires de cheville, on va tester nos releveurs, plutôt les muscles qui se situent de l'autre côté. Allez, on est parti. Donc là, on prend le même mur. On vient se coller. Important, le haut du dos et les fesses touchent le mur. Ensuite, c'est pareil. Le pied, il reste à une distance 1 pied du mur. Le genou, il reste tendu. Les bras sont croisés. Et je viens lever le plus haut possible mes orteils. Tac, et je redescends. Le but, c'est que tu remontes le long du mur. Pareil, on essaye de ne pas poser trop longtemps le pied au sol. 2 secondes grand maximum. Et on essaye de faire le maximum de répétitions dans toute l'amplitude. L'erreur que je vois souvent ici, c'est d'utiliser l'extension de genou pour monter. Sauf que là, vous n'êtes plus sur vos releveurs, vous êtes sur vos extenseurs de hanche. Là, comme référence, moi, je partirais sur essayer d'arriver à faire plus de 20 répétitions dans minimum 50% de l'amplitude max. Pareil, il n'y a pas vraiment de norme, mais avec l'expérience, ça me paraît être une bonne limite.
Ensuite, il va falloir évaluer ton contrôle moteur et notamment celui du pied. Est-ce que tu arrives à avoir un pied actif dans ta chaussure lorsque tu cours? C'est important parce que sinon, les contraintes que tu es censé subir dans le pied, elles vont venir remonter autour de ton tibia. Donc là, tout simple, on fait un test de dissociation des orteils. Pour évaluer ton contrôle moteur au niveau des orteils, tu viens te mettre pieds nus, debout ou assis en appui stable. Garde le talon, la plante du pied, les orteils en contact avec le sol au départ. Ensuite, tu viens lever seulement le gros orteil sans lever les autres. Puis tu poses le gros orteil et tu lèves les 4 autres orteils sans lever le gros. Répète plusieurs fois chaque phase de façon lente et contrôlée. Et maintenant, dernier test. Pour tes capacités, on va tester la compléance de tes tissus. La compléance, en fait, c'est ta capacité à absorber de l'énergie et de la restituer sans que cette énergie, elle s'évapore sur les côtés comme ça. En fait, finalement, c'est un peu ce qu'on va appeler généralement de la pliométrie. Perso, pour tester ça, j'utilise simplement un test avec plusieurs pogo jump comme ça. Pour tester tes capacités pliométriques, tu viens te mettre pieds nus ou en chaussettes sur une surface plate. Les pieds sont écartés à largeur de hanche, les genoux sont presque tendus et les mains sont positionnées sur les hanches. Lance une série de petits sauts pieds joints sans forcer en utilisant uniquement tes chevilles. Garde tes talons au-dessus du sol à chaque rebond. Le test dure 10 secondes. Moi, ce que je vais regarder, c'est plutôt des critères subjectifs. Est-ce que la hauteur de saut me semble correcte? Est-ce que j'ai un pied qui s'écrase au sol ou alors j'ai un pied qui arrive à vraiment fouetter le sol et repartir directement. Voilà pour le côté capacité. Normalement, je pense que tu as déjà ressorti pas mal de déficits. Maintenant qu'on a analysé un côté de la balance, il va falloir analyser l'autre. Il va falloir analyser les contraintes que tu mets en permanence sur ton organisme. Et le point le plus important dans le MTSS et quand tu te blesses en course à pied, c'est de regarder ton programme d'entraînement. Généralement, les débutants, ils veulent commencer trop vite, trop fort. On a l'impression que 10 km c'est la norme et que c'est un petit peu le minimum syndical et si tu fais moins, c'est nul. Sortez-vous ça de la tête. Déjà, vous allez analyser votre volume. Vous allez sur Strava, je pense que la majorité de vous ont Strava, mais n'importe quelle application de suivi marchera très bien. Et vous allez regarder combien d'heures ou combien de kilomètres vous avez fait les semaines suivantes. Vous allez analyser déjà, est-ce que votre évolution a été régulière? Et généralement, vous allez voir qu'il va y avoir une semaine à 5 km, une semaine à 20, une semaine à 10, une semaine sans rien, puis une semaine à 30. Et c'est cette irrégularité qui en fait amène un niveau de contrainte trop élevé. L'autre erreur que je peux voir, c'est de ne pas assez répartir ses sorties, c'est de faire une seule grosse sortie. Et en fait, là, tu mets trop de contraintes d'un coup sur un moment donné sur tes tissus. Donc, prends le temps de regarder, sois conscient de ce que tu as fait. C'est pas grave. Si tu en as fait trop d'un coup, si tu as vu que tu es irrégulier, c'est pas grave, il faut en avoir conscience et on va le modifier par la suite. Le deuxième point à analyser ici, ça va être ta vie hors entraînement. La plupart de ceux qui vont regarder cette vidéo, c'est des amateurs. Ok? Nous, en tant qu'amateurs, on va pas avoir les mêmes contraintes qui vont s'appliquer dans notre quotidien que des professionnels. Donc déjà, point important, ne vous comparez jamais à des professionnels. Maintenant, je veux que tu analyses ta charge au quotidien. Est-ce que tu as un travail stressant? Est-ce que tu as une vie stressante? Est-ce que tu as des enfants en bas âge? Est-ce que tu as un travail qui est physique? Est-ce que tu dois porter des charges lourdes au travail? Est-ce que tu as un travail où tu es beaucoup debout, tu piétines? Est-ce que tu manges correctement? Est-ce que tu dors correctement? En fait, tu dois faire une vraie introspection pour comprendre les différents éléments qui peuvent pêcher et qui peuvent mettre un excès de contrainte en fait sur ton organisme. Et là, j'insiste, c'est important d'en prendre conscience. On n'est pas ici pour juger, on est là pour analyser et pour corriger ces choses-là. Ah, et maintenant, c'est bon pour la partie repérer. Tu as dû ressortir des déficits, voir pas mal de choses à améliorer dans ton planning et dans ta vie quotidienne. Et maintenant, on va réorganiser tout ça. Cette deuxième étape, réorganiser, elle va nous permettre deux choses. Donc sur notre balance capacité-contrainte, ça va nous permettre d'enlever du poids du côté contrainte et de rajouter du poids du côté capacité. Et comme ça, ta balance, elle va pencher du bon côté. Et à partir du moment où elle va pencher du bon côté, tu n'auras plus de douleur. Maintenant que tu as repéré tes déficits, c'est facile. Tu vas avoir deux points essentiels à travailler dans la réorganisation. Eh bien, un, ça va être de travailler tes déficits. Donc, si tu as trouvé que tu avais un déficit au niveau de ta flexion dorsale de cheville, eh ben, tu vas aller bosser ta flexion dorsale de cheville. Si tu avais un déficit d'endurance de force au niveau de tes fléchisseurs plantaires de cheville, tu vas aller travailler tes fléchisseurs plantaires de cheville, etc., etc. Et le deuxième point important dans la réorganisation, c'est tout simplement réorganiser ton planning de course ou ton planning d'entraînement si tu fais un autre sport. Déjà, ton planning, tu vas le diviser par bloc. Moi, personnellement, avec mes sportifs, c'est très rare que je déroge à cette règle. J'utilise 3 semaines de travail intense, une semaine un peu plus chill. On va, ce que j'appelle du déload, c'est qu'on va permettre d'avoir une petite phase de récupération pour encaisser le travail qu'on aura fait. Un bloc, c'est une modalité en renforcement, une modalité en course à pied. Pas plus.
on ne chasse pas tous les lièvres à la fois. Allez, je vais te montrer l'évolution de tous les blocs. En fait, c'est l'évolution que j'utilise avec mes sportifs et que je retrouve le plus généralement. Après, ça doit être adapté à ton niveau. Bien sûr, ça ne remplacera jamais quelque chose de vraiment personnalisé, mais en moyenne, c'est quand même la programmation que je fais le plus. Pour travailler tes amplitudes, tu vas pouvoir avoir 3 types de modalités. Allez, je te montre ça en pratique. La première modalité, ça va être un étirement passif au niveau de ta cheville. Tu restes dans l'amplitude maximale que tu peux supporter au niveau de la cheville, là où ça commence à tirer, et tu restes dans cette position 1 minute à 1 minute 30. La deuxième modalité, c'est une modalité qui est plus active. Ça va être des pulse rise ou contractés relâchés en bon français de France. Donc là, tu viens tenir la position en statique comme on a fait juste avant, 1 à 2 minutes pour casser la barrière neurologique au niveau de tes muscles. Ensuite, tu viens activer les muscles qui luttent contre ce mouvement. Donc ici, typiquement, tu vas activer tes fléchisseurs plantaires de cheville et tu vas enfoncer tes orteils dans le sol. Tu vas me faire ça pendant 30 secondes. Et finalement, tu viens activer les muscles qui vont dans le même sens que ce mouvement. Donc tu essayes de relever les orteils tout en restant dans la position d'étirement maximal et tu me fais également ce mouvement pendant 30 secondes. Et la dernière modalité, c'est la mobilité chargée. Tu prends un mouvement de renforcement dans lequel tu vas au bout de l'amplitude articulaire que tu as envie de travailler. Et à chaque mouvement et chaque fois que tu retournes dans cette amplitude, reste 1 à 2 secondes et tu verras que c'est peut-être la solution la plus efficace pour travailler tes amplitudes. Allez, maintenant pour la force, il va falloir y aller progressivement. Pareil, généralement sur les 3 blocs, tu vas avoir une évolution qui va être vraiment progressive. L'évolution que j'utilise le plus, c'est un premier bloc en isométrie, un deuxième bloc en endurance de force, donc on va dire entre 8 et 15 répétitions proches de l'échec, et un dernier bloc plutôt sur de la pliométrie, à condition que j'ai des niveaux de force suffisants pour encaisser ce travail. Sinon, ça sera un deuxième bloc d'endurance de force. Allez, on est reparti en pratique pour voir comment on met tout ça en place. Sur le premier bloc, j'adore faire de l'isométrie. L'isométrie, c'est une contraction statique. C'est super parce que ça va nous permettre d'apprendre à générer de la force, mais sans mouvement et donc sans tension mécanique excessive et sans générer de douleur. Ici, effectue des contractions de 15 secondes avec une intention maximale de contraction. Pour chaque muscle que tu vises, ça doit chauffer. C'est un bon signe pour savoir si tu actives le bon muscle. Utilise les mêmes mouvements que l'on a utilisés pendant le bilan, mais de façon statique. Donc celui-ci pour les gastrocnémiens, celui-ci pour les solaires et celui-ci pour tes releveurs de cheville. Et pour le nombre de répétitions, je te conseille une contraction maximale sur chaque mouvement 3 fois par jour. Dans ce deuxième bloc, j'aime bien faire travailler mes sportifs dans une zone entre 8 et 12 répétitions, proche de l'échec, une qualité que j'appelle l'endurance de force. Ça veut dire quoi l'échec? Ça veut dire que tu ne peux plus refaire une répétition dans toute l'amplitude et avec une exécution correcte. Donc dans tes 3 semaines de travail intense dans ce bloc, tu vas faire la première semaine où tu vas te situer à 2 répétitions de l'échec, la deuxième à 1 répétition de l'échec et la troisième à l'échec. Utilise le calf raise genou tendu si tu as un déficit de force des gastrocnémiens, le calf raise genou fléchi si tu as un déficit des solaires et le toe lift si tu as un déficit des releveurs de cheville. Tu peux prendre des charges dans les mains si ces mouvements deviennent trop faciles. Mais attention, ils doivent être exécutés correctement avec un tempo lent et contrôlé. Dans ce troisième bloc, on va intégrer du travail pliométrique. Je vois beaucoup de gens qui se trompent sur ce que c'est la pliométrie. La pliométrie, c'est finalement ta capacité à absorber de l'énergie et de la restituer le plus rapidement possible avec un temps de contact au sol le plus court possible. Perso, la pliométrie, j'adore l'intégrer avec du travail de gamme. Ça te permet à la fois de travailler tes capacités pliométriques et d'améliorer ta technique de course. Commence par 10 sauts sur chaque exercice que je te montre ici, ce qui te fait 80 sauts sur la première séance, puis augmente de 10 à 20% le nombre de sauts à chaque fois. Je te conseille de travailler cette qualité physique 2 fois par semaine pour un bon développement. Ok, maintenant qu'on a vu comment on travaille sur les déficits, il faut voir comment réorganiser ton planning d'entraînement. C'est très simple. Tu vas sur ton application que tu utilises pour suivre ton entraînement. Strava, Garmin, toutes les applications où tu vas pouvoir suivre ton kilométrage semaine et ton volume horaire semaine. Ici, je vais prendre des chiffres simples, très éloignés de la réalité, mais pour que vous ayez vraiment une bonne compréhension. Donc, adaptez tous ces chiffres à vous. Si par exemple, au moment où tu étais blessé, tu te rends compte que tu arrivais à faire 100 minutes d'entraînement par semaine, mais tu étais douloureux. Mon conseil pour toi, c'est commence par déjà diviser par 2 ce volume total. Donc, tu vas faire 50 minutes d'entraînement. Ensuite, tu vas me répartir ces entraînements sur minimum 3 jours par semaine. Je ne veux plus que vous me fassiez une sortie par semaine de 10 km alors que vous n'êtes pas prêt à faire ça. Moi, le minimum que j'observe, c'est 3 fois par semaine. On arrive quand même à accumuler du volume, mais en le répartissant bien. Mais si vous pouvez le faire sur 4, 5, 6, voire 7, c'est encore mieux. Vaut mieux que vous fassiez
5 fois 2 km qu'une fois 10 km et le résultat sera strictement le même. L'objectif, c'est d'avoir accumulé le plus de volume le jour de votre compétition ou le jour de votre objectif. Donc là, sur notre exemple, donc on est descendu à 50 minutes et là, tu vas pouvoir faire 17, 17 et 17 minutes. Dans ces 17 minutes d'entraînement sur chaque jour, tu vas y inclure de la marche. Si tu es très douloureux, je te conseille de mettre un temps de course qui est équivalent au temps de marche. Donc par exemple, je te conseille de commencer sur par exemple du 30 secondes de course, 30 secondes de marche. Si ta douleur est plutôt relativement moyenne, tu vas pouvoir mettre un temps de course qui va être 2 fois supérieur au temps de marche. Donc par exemple, tu vas pouvoir commencer sur du 1 minute de course, 30 secondes de marche. Et adapte ce temps en fonction de ta douleur. Quand on pose l'ego de côté et on pense vraiment long terme. Si ta barrière pour l'instant c'est 30 secondes pour ne pas avoir de douleur, reste sur 30 secondes. Si c'est 15 secondes, ça m'est déjà arrivé avec un sportif qui avait une grosse douleur au genou. Si c'est 15 secondes, et ben ça sera 15 secondes. Et aujourd'hui, il court très bien, il s'en est très bien sorti. Donc voilà, on pose l'ego de côté et on s'adapte à ses douleurs. Donc ça va vous faire 50 minutes de course en total sur votre semaine. Et la semaine suivante, vous allez pouvoir appliquer une progression de 10% sur ce volume. Donc sur 50 minutes, vous allez pouvoir rajouter 5 minutes. Ça paraît très peu comme ça, mais vous allez voir que ça va monter de plus en plus au fur et à mesure. Vous en faites pas, allez-y tranquillement. On a le temps. Et ces premiers entraînements, je veux vraiment qu'ils soient tranquilles. RPE 2 à 3 sur 10, pas plus. Je veux que vous soyez capable de parler, de chanter pendant que vous courez. Et juste petit rappel pour te dire que si tu as la flemme de faire toutes les étapes qu'on vient de faire, moi je propose un accompagnement personnalisé pour te permettre d'accomplir tes objectifs sans douleur. Donc on va faire un bilan, moi je vais réorganiser toute ta semaine pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Si tu es intéressé et qu'il reste des places, prends un appel avec mon équipe, ils t'expliqueront tout, ils te diront s'il y a des places, le lien est en description. Ok, c'est top, maintenant on sait sur quoi travailler, tu vas travailler sur tes déficits, tu as réorganisé ton planning et maintenant il n'y a plus qu'à faire. Là tu as fait la partie la plus dure, c'est repérer sur quoi il faut travailler et ensuite créer le plan et avoir la discipline de tenir le plan. Mais maintenant il y a un point qui est hyper important, ça va être de réajuster. Donc le plan et la discipline, c'est la base, c'est important. Mais le corps humain, c'est pas un robot. Et il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc il va falloir réajuster en permanence le plan pour éviter d'avoir des fatigues trop importantes et éviter d'avoir des douleurs. Moi, mon conseil, c'est de tenir un journal de bord de ton entraînement. Tu verras toutes les applications de suivi, elles te proposent ça. Même sur Strava, tu peux mettre une petite description de ton entraînement. Et moi, je te conseille d'indiquer, est-ce que tu as eu de la douleur ? Oui ou non. Le MTSS, c'est une pathologie, on n'a pas envie de générer de douleur à l'entraînement. Donc là, on va quantifier ça en oui et non. Si tu réponds oui à ta question après l'entraînement, ça veut dire qu'il va falloir encore diminuer. Tu te rappelles, on pose l'ego de côté et on s'entraîne intelligemment. Et j'aimerais aussi que tu notes ton RPE, donc ton ressenti perçu de l'effort, de 1 à 10. Et j'aimerais que tu te situes autour de 2-3 sur 10 sur tes sorties. Donc c'est-à-dire, comme je l'ai dit précédemment, tu peux parler, chanter assez facilement. Si ton RPE commence à monter, pareil, ça veut dire que tu en fais trop et tu as un risque de faire rebasculer la balance du mauvais côté. Donc si tu as répondu oui à la douleur, baisse encore ton entraînement de 10 ou 20%. Donc vraiment ce que je veux que tu retiennes sur cette partie, c'est sois intelligent, note tous tes ressentis sur l'entraînement et ça va te permettre d'avoir un visuel global quand tu vas arriver à la fin du mois et de te dire ah ouais, là j'ai peut-être eu ça parce que j'avais mis ça en place. Et d'avoir vraiment ce suivi sur le long terme, c'est hyper important. Et la dernière étape du framework 4R pour te débarrasser de ton MTSS, c'est de récupérer. Je vois beaucoup de sportifs qui se fourvoient en pensant qu'en négligeant leur récupération, ils vont aller mieux. C'est peut-être l'une des parties les plus importantes. Parce que finalement, l'entraînement, c'est bien, mais après un entraînement, t'es moins bon qu'après. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi que quand tu t'entraînes, si tu décides d'aller refaire des intensités derrière, tu vas être claqué au sol. Et c'est une bonne récupération derrière qui te permet de rehausser ton niveau et d'être même légèrement meilleur grâce au principe de surcompensation. Dans la récupération, il y a 2 points qui sont essentiels. Jetez vos rouleaux de massage, vos bottes de compression, vos bains froids, tout ça. Les 2 points importants, c'est l'alimentation et le sommeil. C'est pas très original, mais vous pourrez pas y échapper. L'alimentation, c'est primordial. Si tu apportes pas les briques nécessaires pour réparer ton organisme, ton corps, il va pas les inventer, ou au pire des cas, il va les piquer dans le tissu d'à côté. C'est pas ce qu'on veut. Dans l'alimentation, il y a un truc que je veux que vous surveillez, c'est votre rapport en protéines. C'est hyper important. Les protéines, c'est vraiment vos briques, les constituants de vos tissus. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir un anabolisme, du coup, une croissance de ces tissus. Maintenant, ton nouvel objectif, ça va être d'essayer d'avoir un apport en protéines entre 1,5 g et 1,8 g par kilo de poids de corps. Concrètement, comment tu fais ça ? Tu vas mesurer, peser ce que tu manges. Alors ouais, je sais que ça paraît contraignant, mais déjà ça l'est pas forcément.
Il suffit juste d'avoir une bonne organisation. Et en plus, je te dis pas de faire ça toute ta vie. Je te dis de faire ça 1 à 2 semaines pour déjà prendre conscience de ce que tu mets dans ton assiette, prendre conscience de la régularité de tes apports en protéines, parce que ce que je vois souvent, c'est des jours où il y a un bon apport, des jours où il y en a 0, etc., etc. Et d'avoir une sorte d'apprentissage, de comprendre que dans cet aliment-là, il y a tant de protéines, tant de glucides, tant de lipides, et du coup de voir les meilleurs arrangements pour arriver à avoir un bon apport régulier dans le temps. Une fois que tu auras fait 1 ou 2 semaines de ça, tu vas commencer à avoir l'œil pour savoir si tu as eu un apport suffisant dans ta journée. Et le deuxième point primordial, comme je l'ai évoqué, c'est le sommeil. Si les petits ouvriers de ton corps, ils n'ont pas les horaires de travail pour utiliser ces briques pour réparer tes tissus, c'est pas pendant ta journée où tu vas travailler, où tu vas t'entraîner, qui vont être en capacité de le faire. Donc c'est vraiment pendant la nuit que tu vas avoir cette croissance. Donc là, ton nouvel objectif, c'est minimum 8 heures. Et j'aurais même tendance à vouloir pousser le curseur vers les 9 heures de sommeil. Pour ceux qui peuvent le faire, qui travaillent pas en horaire décalé par exemple, le tips le plus simple pour améliorer vraiment sa qualité de sommeil, parce que tu peux dormir 10 heures et avoir une qualité pourrie. Pour avoir une bonne qualité de sommeil, il faut surtout que tu aies un rythme circadien qui soit correct. Donc le meilleur moyen d'avoir le meilleur rythme de sommeil, c'est de te coucher et de te lever tous les jours à la même heure. Et ça, même le week-end. Ouais, je sais, c'est chiant, mais tu verras qu'au final, en fait, tu te sentiras encore mieux. Je vais te prendre mon exemple pour que tu puisses le mettre en pratique. Généralement, ce que je fais, c'est que je sais que je me lève aux alentours de 8 heures. Je vais prendre 8 heures du matin et je vais calculer combien ça fait de me coucher 9 heures avant. Donc là, on arrive à 23 heures. Je vais rajouter une petite demi-heure de temps d'endormissement. Donc on se retrouve à 22h30. Et je sais qu'à 22h30, je dois être dans mon lit si j'ai envie d'avoir en moyenne mes 9 heures de sommeil. Et généralement, le week-end, je vais m'accorder une petite heure en plus pour compenser quelques dettes, mais généralement, en fait, je vais être réveillé tout seul. Tu vas voir que ces simples petites astuces vont vraiment booster ta récupération, de diminuer les contraintes que tu mets sur ton organisme, d'augmenter tes capacités parce que ça va favoriser la croissance musculaire. Et du coup, en fait, c'est un levier énorme pour faire disparaître ton MTSS. Donc voilà, maintenant tu sais exactement ce que c'est un MTSS ou ce qu'on appelle dans le langage courant la périostite. Tu sais pourquoi elle apparaît et tu sais comment t'en débarrasser étape par étape. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. Et si tu veux une vraie stratégie personnalisée pour reprendre la course sans douleur et atteindre tes objectifs, réserve un appel avec mon équipe. Le lien est en description. Allez, ciao l'équipe!